Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 60 ans bien sonnés et je vis aujourd'hui à Ancy, un village alpin niché entre les montagnes. J'y ai trouvé un petit coin de paix, entouré de nature et d'air pur. Le matin, mes articulations me rappellent mon âge, mais je me lève quand même, fidèle à mon rituel. Je prépare mon café comme ma grand-mère me l'a appris, lentement, avec attention. Ce sont ces petits gestes, ces parfums du matin, qui donnent un sens aux journées. Sur mon balcon, je prends soin de mes orchidées, chacune ayant sa propre histoire. Il y en a 5, offertes par des êtres chers ou sauvés de l'oubli. Les passants s'arrêtent parfois pour les admirer et me demandent mon secret. Je leur dis que, comme les gens, les plantes ont besoin de douceur, de présence et de patience pour s'épanouir. Ma première orchidée, une cattleya jaune, m'a été offerte par mon fils aîné il y a plus de 15 ans. Je la croyais fragile, condamnée à faner vite, mais elle a fleuri, contre toute attente. Et avec elle, un nouveau chapitre de ma vie a commencé. Chaque floraison me rappelle que la beauté peut renaître, même après les saisons les plus rudes. Depuis ma chaise à bascule, j'observe le village, les toits, les lumières qui s'allument une à une au crépuscule. Mon appartement, peint en bleu clair, me rappelle le ciel de mon enfance. Au salon, je n'affiche que des photos heureuses, les blessures du passé, je les garde enfouies dans ma mémoire. Le dimanche, mes petits-enfants viennent. Je leur prépare un gâteau aux noix et à la lavande, une vieille recette que je tiens de ma grand-mère. Les voir courir, rire, me rend plus riche que tous les biens du monde. Ils n'ont pas peur, ils grandissent libres, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Quand je les regarde, je repense au détour de la vie. Et je remercie le ciel de m'avoir offert une seconde chance. Et vous, mes chéris qui m'écoutez, d'où me regardez-vous? Le matin au petit déjeuner? L'après-midi? Le soir, peut-être? Écrivez-moi en commentaire. J'aime savoir à quelle heure vous m'accordez un moment, ça me touche plus que vous ne pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose que j'ai gardé longtemps enfoui. Un souvenir douloureux, une plaie lente à guérir. C'est l'histoire de la maison de mon enfance, un lieu censé être un refuge, devenu un théâtre de souffrance. Mais aussi, l'histoire de comment, dans l'ombre, on peut semer une lumière. Car oui, la vie nous réserve parfois un passage secret, pour peu qu'on ait la force de le chercher. Je n'ai pas toujours été cette vieille femme calme au balcon. Il fut un temps où mes mains tremblaient de rage, où un rire d'homme me faisait frissonner. Un temps où j'étais la seule fille dans une maison peuplée de frères, un champ de bataille quotidien. Je vais vous raconter tout cela. Depuis le tout début, quand j'étais juste une petite fille, dans une ferme isolée près de Brignoles. Je suis née en 1949, au cœur d'une grande exploitation agricole à la sortie de Brignoles. Mon père, Auguste Dubois, imposait le respect rien que par sa stature et sa moustache taillée au cordeau. Ses yeux, sombres et perçants, semblaient lire dans les pensées. Ma mère, Éléonore, était tout en discrétion, fine, silencieuse, toujours occupée. Elle passait dans les pièces comme une ombre, évitant de faire le moindre bruit. La ferme produisait de la lavande et du raisin, à perte de vue sur les collines. La maison, perchée sur une butte, blanche aux volets bleus, donnait l'illusion d'un havre de paix. Mais derrière ces murs épais, se cachaient des secrets que personne n'aurait osé deviner. Je suis la Benjamine d'une fratrie de 22 enfants, la seule fille parmi 21 garçons. Mes frères les plus âgés, Gérard et Antoine, avaient déjà plus de 20 ans à ma naissance. D'autres, comme Théodore ou Olivier, étaient plus proches de mon âge. Imaginez un peu ce que cela signifie, une maison remplie de voix grêves, de pas lourds, de bruit constant. Dès l'aube, notre quotidien commençait dans le tumulte. Ma mère se levait avant tout le monde, allumait le poêle, préparait un café noir et une soupe consistante. Je me réveillais peu après elle, même petite, et je mettais la grande table pour les hommes. 23 assiettes, 23 bols, toujours la même vaisselle ébréchée. À 5 heures précises, mon père s'asseyait en bout de table, signal pour les autres de se joindre au repas. Maman et moi restions debout, servant en silence.
Nous mangions après, seuls dans la cuisine, les restes s'il en restait. Le vacarme de cette tablée m'effrayait. Les couverts qui claquent, les rires gras, les blagues lourdes, les discussions bruyantes sur les récoltes. Et au centre, mon père, mangeant sans un mot, observant tout sans jamais sourire. À 6 ans, j'ai commencé l'école, une petite école de campagne à 3 kilomètres de la ferme. J'y allais à pied, seul, par un sentier de terre rouge. Ce trajet matinal était mon unique moment de paix. Je quittais la maison dans l'obscurité et revenais en fin d'après-midi. Madame Horton, mon institutrice, fut la première adulte à me regarder avec douceur. Elle a vite vu que j'apprenais vite et me prêtait des livres. Ces livres étaient comme des fenêtres vers un monde différent, un monde où les filles avaient une voix. À la maison, j'avais aménagé un coin dans le grenier, sous une lucarne fondue. C'était mon refuge. J'y cachais un cahier où j'écrivais, des rubans ramassés au village, un petit miroir fêlé. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait, mais cela ne m'importait pas. C'était mon espace, rien qu'à moi. Je n'étais jamais invitée à participer aux jeux de mes frères. Pas de ballon, pas de pêche au ruisseau. Quand j'essayais de m'approcher, ils me repoussaient. Retourne à la cuisine, c'est pas pour les filles, disaient-ils. Leur manière de jouer avec moi, c'était de cacher mes affaires, tirer mes cheveux, me faire tomber dans les couloirs. Tu dois apprendre à être forte, disait Jérôme en me frappant à la nuque. Les femmes doivent savoir rester à leur place. Et mon père, assis dans son fauteuil de cuir, ne disait rien. Il regardait, il riait. Un rire bas, grave, qui montait comme un tonnerre au loin. Ce rire me glaçait plus que les coups. Maman, elle, faisait ce qu'elle pouvait. Quand la maison était vide, elle me soufflait des conseils à l'oreille. Reste discrète, ma fille, disait-elle en me coiffant pour l'école. Évite leur regard. S'ils entrent dans une pièce, sors sans faire de bruit. La nuit, quand tous dormaient, elle venait près de ma paillasse dans la cuisine ma couchette, faute de chambre. Elle s'asseyait par terre et me chantait doucement des berceuses venues du nord, de sa région natale. Il y avait une chanson sur un petit oiseau qui volait si loin qu'il atteignait la mer. Je fermais les yeux et m'imaginais cet oiseau. Fuyant. Libre. Et je me promettais qu'un jour, moi aussi, je trouverais la mer. L'année de mes 13 ans fut celle où tout changea. Ce n'était pas un événement spectaculaire, pas un drame soudain, mais une fissure invisible qui s'élargit au fil des jours. Ce printemps-là, la lavande fleurissait plus tôt que d'habitude. Les collines semblaient recouvertes d'un manteau violet. Pour la première fois, mon père m'avait autorisé à l'aider au champ. Je croyais naïvement que c'était une marque de confiance. En réalité, c'était juste une manière de me fatiguer davantage. Debout avant l'aube, les mains plongées dans la terre, je passais mes journées à cueillir, trier, porter des paniers trop lourds pour moi. Le soir, mes doigts saignaient, mais je n'en disais rien. J'avais compris qu'à la ferme, la douleur faisait partie du décor. Le 17 juin, c'était mon anniversaire. 13 ans. Ma mère m'avait préparé en cachette un petit gâteau, avec des œufs et du sucre qu'elle avait mis de côté pendant des semaines. Quand elle l'a sorti du four, l'odeur sucrée a envahi la cuisine. Elle a soufflé, ne dis rien à ton père. Nous avons attendu la nuit. Quand tout le monde dormait, elle a allumé une seule bougie. Nous avons partagé le gâteau, assises par terre. C'était le plus beau moment de mon enfance. Mais la paix n'a duré qu'un instant. Une ombre s'est dessinée dans l'encadrement de la porte. C'était mon père. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Il a demandé d'une voix calme, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ma mère a tenté de cacher le gâteau, mais il l'a déjà vu. Sans un mot, il a pris le plat et l'a jeté contre le mur. Le sucre et les miettes ont éclaté sur le sol comme une pluie blanche. Puis il a giflé ma mère, fort, si fort que son chignon s'est défait. Je me suis jetée entre eux, criant sans réfléchir. Il m'a attrapée par le bras et m'a traînée dehors, pieds nus dans la terre froide. Je me souviens encore du bruit de la porte qui claque derrière moi. Il m'a laissée là, dans la cour, seule, avec la lune comme témoin.
J'ai pleuré longtemps. Quand je suis rentrée à l'aube, ma mère dormait, une trace rouge sur la joue. Elle m'a simplement regardée et a murmuré « Promets-moi de ne jamais élever la voix devant lui. » J'ai promis. Mais quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là. Une certitude, je ne serai jamais comme elle. Je ne passerai pas ma vie à baisser la tête. J'ai recommencé à écrire dans mon cahier caché sous la lucarne. Cette fois, pas des poèmes ni des rêves, mais des promesses. Chaque phrase commençait par « un jour ». Un jour, j'aurai ma maison. Un jour, je dormirai sans peur. Un jour, je choisirai à qui parler. Ces mots étaient mes armes silencieuses. Ils m'aidaient à tenir, à ne pas me dissoudre dans le silence. À 14 ans, j'ai commencé à aider l'institutrice du village après la classe. Je nettoyais les tableaux, je rangeais les cahiers, et en échange, elle me prêtait des livres. Elle m'a appris à taper à la machine et à rédiger des lettres. Elle disait « Tu as une belle plume, Marguerite. Ne la laisse pas s'éteindre. » Ces mots résonnaient en moi pendant les longues soirées d'hiver. À la maison, je gardais le silence, mais dans ma tête, les phrases se formaient toutes seules. Je parlais aux mots comme à des amis invisibles. Puis, l'année de mes 16 ans, un nouveau personnage entra dans ma vie. Mon cousin Paul. Il venait d'achever son service militaire et travaillait chez un menuisier du village voisin. Il était différent des autres hommes de ma famille. Il riait sans cruauté. Il m'écoutait parler, vraiment parler, chose rare à cette époque. Il disait souvent « Tu devrais écrire des histoires, pas juste pour toi, pour les autres. » Ces paroles, personne ne me les avait jamais dites. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai senti le monde s'élargir. Que quelque chose d'autre existait au-delà des chants et des cris. Mais ce répit n'a pas duré. Un soir d'automne, alors que le vent frappait les volets, j'ai surpris une dispute entre mon père et ma mère. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai entendu des mots comme honte, fille indocile, envoyée à la ville. Ma mère pleurait. Et le lendemain, tout était décidé. J'allais être placée chez une cousine de mon père, à Valence. Elle tenait un atelier de couture. Mon père disait que c'était pour m'apprendre la discipline. Mais au fond de moi, je savais. Il voulait m'éloigner. M'effacer du tableau familial. Le voyage jusqu'à Valence fut long et silencieux. Je me souviens du train, des vitres couvertes de buée, et du goût métallique de la peur sur ma langue. C'était la première fois que je quittais la ferme, la première fois que je voyais autant de gens réunis sans raison apparente. Ma mère m'avait glissé un mouchoir brodé dans la poche, avec quelques pièces de monnaie. Elle n'avait pas osé m'embrasser devant mon père. Quand le train a démarré, elle s'est tournée vers la fenêtre, incapable de me regarder partir. J'avais 16 ans, une valise de toile râpée et le cœur vide. À la gare de Valence, une femme m'attendait, la cousine de mon père, Marthe. Elle portait un manteau sombre et une épingle dorée en forme de feuille. Son regard m'a jaugé en silence. « Tu es plus petite que ce que j'imaginais », a-t-elle dit. Puis elle m'a entraînée vers la rue sans un mot de plus. Sa maison donnait sur une artère bruyante où les tramways passaient sans répit. L'odeur du charbon et des boulangeries se mêlait dans l'air. J'ai dormi cette nuit-là dans une petite chambre mansardée au-dessus de l'atelier de couture. Les machines à coudre faisaient un bruit régulier, presque apaisant. Le lendemain, ma nouvelle vie a commencé. Marthe m'a mise au travail dès l'aube. Je devais balayer, repasser, enfiler les aiguilles pour les couturières. Elles étaient 6 femmes, âgées de 20 à 40 ans, chacune avec son tempérament. Elles parlaient vite, riaient fort, et me prenaient parfois pour leur apprentie, parfois pour une intruse. J'écoutais tout sans dire un mot. À midi, on déjeunait sur place, pain, fromage, pommes, un peu de vin. C'était frugal mais joyeux. Je n'avais jamais connu un repas sans silence ou tension. Le soir, je montais me coucher avec la tête pleine de leur voix. Pendant des mois, je me suis efforcée d'être invisible. Marthe ne parlait que pour donner des ordres. Elle n'était ni méchante ni tendre, juste distante. Elle répétait souvent « Ici, on se lève tôt et on se tait ». J'ai obéi.
Mais la ville m'ouvrait un monde dont je ne soupçonnais pas l'existence. Les vitrines éclairées, les journaux, les affiches de cinéma, les livres qu'on vendait sur les quais. Chaque samedi, j'allais acheter du fil pour l'atelier, et je passais exprès devant la librairie. Un jour, j'ai osé entrer. J'y ai acheté un roman d'occasion, relié de cuir vert. Madame Bovary. Le libraire, un vieil homme au sourire doux, m'a demandé si j'aimais lire. Je lui ai répondu que c'était tout ce qui me tenait debout. Il a hoché la tête sans rien dire, mais la semaine suivante, il m'a offert un carnet vide. Pour vos propres histoires, a-t-il murmuré. Ce carnet, je l'ai gardé des années. Chaque soir, j'y écrivais quelques lignes, à la lueur d'une lampe à huile. Des souvenirs, des observations, des fragments de phrases. Je découvrais que les mots pouvaient apaiser, reconstruire, libérer. Parfois, j'y notais aussi des choses que j'entendais à l'atelier. Les conversations des femmes, leurs secrets à demi dits. L'une rêvait d'épouser un cordonnier, une autre voulait partir à Marseille. Elle parlait de liberté comme d'un fruit lointain. Et moi, j'apprenais ce mot en silence. Au bout d'un an, Marthe me fit confiance. Elle m'apprit à coudre à la main, puis à la machine. Elle m'envoyait livrer les robes dans des maisons bourgeoises. Je découvrais des intérieurs où tout semblait respirer la douceur. Des tapis moelleux, des fauteuils fleuris, des miroirs dorés. Les femmes qui m'ouvraient la porte portaient des parfums sucrés et des voix polies. Elles me remerciaient sans me regarder. Je sortais de là avec une impression étrange, je servais un monde qui ne saurait jamais que j'existais. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé Marthe assise à la table, une lettre ouverte à la main. C'était mon père. Il écrivait que la ferme allait mal, que 2 de mes frères étaient partis, que ma mère était malade. Il ajoutait une phrase, « Ne t'avise pas de revenir ». J'ai senti mes jambes trembler. Marthe m'a observé longuement, puis elle a dit, « Tu es mieux ici, ma fille ». Elle ne m'appelait jamais « ma fille ». Ces 3 mots m'ont fait plus de bien que tout le reste. Les mois ont passé, puis les années. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai économisé. À 19 ans, j'ai quitté la maison de Marthe pour louer une petite chambre dans le quartier des Cordeliers. Je gagnais ma vie comme couturière indépendante. Je cousais des robes pour des clientes du marché, parfois pour des épouses de notables. Et chaque soir, je continuais d'écrire. Mon carnet vert s'était rempli depuis longtemps. J'en avais entamé un nouveau, bleu cette fois. J'y racontais ma vie sans phare, sans pudeur. J'écrivais comme on respire. Je n'avais personne à qui parler, alors je confiais tout au papier. Un matin, en déposant des tissus chez un fournisseur, j'ai croisé Paul, mon cousin. Il avait changé, plus d'assurance, plus de calme aussi. Il m'a invité à boire un café, et pour la première fois, j'ai ri sans peur. Il m'a dit, « Tu as survécu à tout ça, Marguerite, tu mérites d'être heureuse. » J'ai haussé les épaules, mais au fond, je savais qu'il avait raison. La vie commençait à me sourire. Et pourtant, je n'avais encore rien vu de la tempête à venir, car la lettre suivante allait bouleverser tout ce que j'avais reconstruit. C'était un matin d'hiver. Le froid pénétrait jusque dans les murs, et la vapeur de mon café dessinait des nuages sur la fenêtre. Le facteur a frappé à la porte avec son habituelle politesse. Sur la table, l'enveloppe portait le cachet de Brignoles. J'ai tout de suite reconnu l'écriture de mon frère Gérard. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour sentir le passé remonter, comme une vieille plaie qui recommence à saigner. La lettre tenait en quelques lignes. Mon père était mort. La messe aurait lieu le dimanche suivant, à l'église du village. Tu devrais venir, écrivait Gérard. C'est ton devoir. Ces mots ont résonné dans ma tête. Mon devoir. J'ai posé la lettre, et je suis resté là, immobile, pendant des heures. Je croyais avoir tourné la page. Mais les mots de mon frère m'avaient ramené à cette maison, à cette terre que je portais malgré moi. Le soir même, j'ai pris la décision d'y retourner. Pas pour lui, pas pour le pardon. Pour moi. Je voulais voir si la maison existait encore, si tout cela avait vraiment été réel.
Le trajet jusqu'à Brignoles m'a semblé interminable. Quand le bus a atteint le village, j'ai cru voir un fantôme. Rien n'avait changé. Les champs de lavande, les collines, la fontaine au centre de la place. Même les volets bleus de la ferme étaient encore là. Mais le temps avait tout terni. La maison paraissait plus petite, plus sombre. Ma mère m'attendait sur le seuil. Son visage avait vieilli, creusé par les années et les chagrins. Ses mains tremblaient, mais elle n'a pas pleuré. Elle m'a simplement dit « Tu es venu ». Puis elle m'a serré contre elle, doucement, sans bruit. Je n'ai rien dit non plus. À l'intérieur, la maison sentait toujours le bois, la cire et le pain. Sur la table, un cadre avec la photo de mon père. Il me fixait encore, comme s'il allait parler. Je me suis surprise à chercher son regard, par habitude. Mais cette fois, c'est moi qui ai détourné les yeux. Mes frères étaient tous là, certains plus gris, d'autres plus gros, tous figés dans la même fierté muette. Personne ne m'a posé de questions. On m'a assigné une chaise au bout de la table, comme une étrangère. Le repas après les funérailles fut pesant. Le bruit des fourchettes, le vin versé, les rires forcés. Et au milieu de tout cela, ma mère, immobile, le regard perdu. Quand le silence est devenu insupportable, Gérard a levé son verre. À notre père, a-t-il dit. Tous ont bu, sauf moi. Je n'ai pas pu. Alors il a ajouté, sans me regarder, certains ici ont oublié d'où ils viennent. J'ai senti mes joues brûler, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais plus la fillette qu'il pouvait écraser du regard. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai murmuré, certains ici confondent la peur avec le respect. Le silence est tombé d'un coup. Gérard a posé son verre, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait se lever. Mais il n'a rien dit. Ma mère, elle, a baissé les yeux, et ses doigts ont frôlé ma main. C'était la première fois qu'elle osait ce geste devant eux. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les murs semblaient me parler, les planches craquaient sous les pas du PC. Je me suis levée, j'ai traversé la maison à tâtons, jusqu'à la pièce où dormait jadis mon père. Le fauteuil de cuir était encore là, vide. Sur le bureau, un carnet. Un carnet à la couverture noire, fermé par une ficelle. Je l'ai ouvert sans réfléchir. À l'intérieur, des notes d'inventaire, des comptes, des noms. Et, entre deux pages, une photo, ma mère jeune, souriante, debout dans un champ de lavande. Derrière, une écriture reconnaissable, pour Éléonore, ma lumière. J'ai refermé le carnet lentement. Ce père que j'avais connu dur, froid, impitoyable, avait donc eu un cœur, au moins une fois. Je suis restée là, longtemps, à fixer cette image. Puis j'ai décidé de sortir. La nuit était claire, les étoiles comme suspendues au-dessus de la ferme. Je me suis avancée jusqu'au vieux puits. C'était là que, petite, je venais me cacher pour pleurer. Je me suis assise sur la pierre et j'ai murmuré, « Je ne te pardonne pas, mais je te rends ton silence. » Et dans ce souffle, quelque chose s'est allégé. Le lendemain, j'ai aidé ma mère à ranger les affaires du défunt. Elle pliait les chemises, je triais les papiers. Dans un tiroir, elle a trouvé une broche ancienne, en argent, en forme de fleur. C'était la mienne, a-t-elle dit. Il l'avait gardée toutes ces années. Elle me l'a tendue. Garde-la, Marguerite, pour te rappeler que tout finit par revenir. Je l'ai acceptée, sans mots. Ce jour-là, j'ai compris que le passé ne se répare pas. Mais on peut choisir de ne plus le laisser nous retenir. Quand je suis remontée dans le car pour Valence, j'ai regardé le village s'éloigner. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. Les années qui ont suivi furent plus calmes, mais pleines de silence lourd. Ma mère et moi avions repris contact, à notre manière, par des lettres sobres, sans grands mots, mais sincères. Elle m'écrivait chaque mois des choses simples, la météo, les récoltes, l'état de ses mains. Je lui répondais toujours, parfois en joignant un sachet de thé ou un poème griffonné. Je ne suis pas retournée souvent à Brignoles. Mais je savais qu'un fil discret nous reliait, désormais à l'abri des regards de mes frères.
Un soir de décembre, alors que je cousais une robe de mariée dans mon petit atelier à Valence, j'ai reçu un appel. La voix au bout du fil était celle d'un médecin. Ma mère était hospitalisée à Avignon, une pneumonie sévère, les poumons épuisés. Je suis montée dans le premier train. À l'hôpital, elle était allongée dans une chambre claire, le visage amaigri, la respiration lente et sifflante. Quand elle m'a vue, elle a souri faiblement. « Tu es venue, ma fille. » J'ai pris sa main dans la mienne, si fine, si froide. Elle m'a demandé de l'aider à s'asseoir, puis elle a murmuré « Je suis fatiguée, mais je n'ai plus peur. » Nous avons passé la nuit ensemble, en silence. Je lui ai lu quelques pages de mon carnet. Elle a fermé les yeux, mais je savais qu'elle écoutait. Au petit matin, elle a dit « Je t'ai vu grandir, je t'ai vu partir, et maintenant, tu es là. » Ses derniers mots ont été « Ne t'excuse jamais d'avoir survécu. » Elle est morte quelques heures plus tard, paisiblement. J'ai organisé ses funérailles avec simplicité. Mes frères ont assisté à la messe, raides et muets. Personne n'a contesté ma présence. Peut-être parce que le médecin avait confirmé qu'elle m'avait désignée comme sa représentante légale. Peut-être aussi parce qu'il savait que, cette fois, je ne reculerai plus. Le notaire nous a reçus dans son bureau de Carpentras, quelques semaines plus tard. Ma mère avait rédigé un testament manuscrit, daté de l'année précédente. Elle y léguait la maison à ses enfants, mais mentionnait une clause particulière. Les objets personnels lui appartenant devaient revenir à sa fille unique, Marguerite. Cela incluait les bijoux, les carnets, la broche en argent, et une boîte en bois fermée à clé. Gérard a protesté, elle n'avait rien de valeur. Mais le notaire a insisté, c'est écrit. Et c'est valable. Ils ont haussé les épaules, puis quitté le bureau un à un. Je suis restée seule, avec la boîte. De retour chez moi, j'ai glissé la clé dans la serrure. À l'intérieur, il y avait des lettres pliées, une mèche de cheveux, une médaille religieuse, et un petit cahier. C'était le journal de ma mère, tenu par bribes, de ses 20 ans à ses 60. Des phrases courtes, des douleurs muettes. Il est rentré tard. Les enfants dormaient. Il ne m'a pas regardé. Marguerite a pleuré ce soir. J'ai chanté très bas pour ne pas qu'il entende. Et puis, cette note, écrite d'une main tremblante, ma fille est partie. Je veux qu'elle sache que je l'ai toujours aimée, même en silence. J'ai pleuré toutes les larmes que je croyais avoir oubliées. Ce petit cahier était la preuve que je n'avais pas imaginé l'amour. Qu'il avait existé, même caché, même bâillonné. Il m'a fallu du temps pour apprivoiser l'absence. Mais à mesure que les jours passaient, quelque chose en moi s'est mis à bouger. Je me suis mise à transmettre. J'ai commencé à donner des ateliers d'écriture pour des femmes du quartier. Des couturières, des aides-soignantes, des femmes en réinsertion. Je leur disais, votre voix compte. Vos histoires méritent d'être écrites. Et je les voyais, timides au début, puis de plus en plus sûrs. Leurs mots faisaient naître des ponts entre leur vie et la mienne. J'ai aussi commencé à publier quelques chroniques, dans un petit journal local. Sous pseudonyme d'abord, puis en mon nom propre. Un jour, une lettre est arrivée à mon atelier. C'était d'une jeune fille de 20 ans, qui avait lu mon texte sur les mers silencieuses. Elle écrivait « Merci de m'avoir dit que je n'étais pas seule. » Alors j'ai su, tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais enduré, n'était pas inutile. Chaque mot semé était une victoire sur le silence. Et chaque page tournée était un pas de plus vers la liberté. Aujourd'hui, j'ai 70 ans passés. Je vis dans un petit appartement lumineux, à Annecy, pas loin des montagnes. La lumière y est douce le matin, dorée l'après-midi, et le silence y est un ami fidèle. Chaque jour, je commence par arroser mes orchidées. Elles me rappellent que les choses fragiles peuvent durer longtemps, si on en prend soin. Sur l'étagère de mon salon, il y a une photo de ma mère jeune, souriante dans un champ. À côté, la broche en argent, posée dans un écrin de velours. Je ne la porte jamais. Je la regarde. Elle est là pour me rappeler ce qui a été,
et ce que j'ai choisi de ne pas répéter. Je continue d'écrire, sur un vieux carnet à spirale, et parfois sur l'ordinateur qu'on m'a offert. Je n'écris plus pour comprendre. Je n'écris plus pour fuir. J'écris pour transmettre. Je vais souvent au marché, parler avec les femmes du quartier. Certaines me confient leurs douleurs, d'autres leurs recettes. Toutes ont une histoire. Je leur dis, notez-les. Même si ce n'est que pour vous. Car je sais, désormais, que ce qui ne se dit pas peut détruire. Et que ce qui s'écrit, parfois, sauve. Mes petits-enfants viennent les mercredis. Ils m'écoutent avec de grands yeux. Tu étais comment, quand tu étais petite, Mamie? Je souris. Je dis, différente. Mais pas si différente que toi. Parfois, je leur lis des histoires que j'ai inventées. D'autres fois, je leur dis simplement, écoutez les silences. Ils parlent aussi. J'ai appris à ne plus haïr. Même mes frères. Ils ont grandi dans la même violence que moi. Certains y ont succombé, d'autres s'y sont figés. Moi, j'ai choisi un autre chemin. J'ai désappris la peur. Et chaque jour, je réapprends la tendresse. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. À celles et ceux qui me lisent aujourd'hui, je veux dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour devenir libre. Même si la route est longue, même si les pierres sont nombreuses, ce que vous avez enduré ne vous définit pas. Ce que vous construisez, oui. Alors écrivez, parlez, pleurez s'il le faut. Mais avancez. Toujours. Et si un jour vous doutez, regardez une fleur pousser entre deux pavés. Elle ne demande rien. Elle est là. Comme vous. Vivante.